Faire que de la musique pure, c'est insuffisant. Il faut comprendre l'artiste, il faut écrire vraiment pour l'artiste. Si tu penses que technique, si tu penses que jouer à la perfection va faire le morceau, tu te gourres complètement. Il faut parfois aller chercher la simplicité. Et c'est pas si évident que ça. Sans vouloir te mettre la pression, je compte sur toi à la fin du podcast pour nous donner tes ingrédients secrets pour pondre un tube. Bienvenue dans mon podcast Podcast Story. Merci Alice. Ça va Nico? Merci de me recevoir ici, ça fait très plaisir. Ah oui, tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir parce que pour te voir, c'est quand même un délire. Ah. J'essaie de faire des efforts là-dessus, hein, mais je sais que qu'on trouve le temps. Oui, tu bosses beaucoup, mais c'est de la passion en fait. Donc il y a pas de limite. Donc c'est quasiment impossible de te voir, mais alors de te recevoir dans Voca Story, c'est quand même extraordinaire. Je prends la chance. Je prends la chance avec toi. Pour les personnes qui nous écoutent, si vous ne savez pas qui est Nicolas Lassus, c'est une sorte de créateur de sons banger, des tubes, avec des mélodies catchy, des idées justement qui sont pas si évidentes. Et c'est toujours un bonheur, on est toujours ébahis de bosser avec toi parce que on s'attend à ce que ce soit bien et c'est toujours plus, c'est mieux. C'est adorable. Vraiment. Et sans vouloir te mettre la pression, je compte sur toi à la fin du podcast pour nous donner tes ingrédients secrets pour pondre un tube. L'artiste, c'est-à-dire que... On a dit à la fin du podcast. D'accord, ok. Donc j'écoute patiemment. Oui, mais on a bien compris qu'il s'agissait aussi de l'artiste, bien sûr. Mais l'artiste en toi et ce que les artistes inspirent également. Ok, je prends note. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Nico se fera un plaisir de vous répondre et moi également. Hein ? Avec grand plaisir, Alice. C'est une promesse ? Promis. Engagé, promis, j'aurai craché. Alors là, sache que tu es dans un espace de sécurité. On est entre nous. C'est juste qu'effectivement, il y a un petit peu de lumière et un petit peu de caméra, mais on est à la cool. Vraiment, je suis hyper fière et honorée de te connaître et de t'inviter parce que... Plaisir partagé. Parce que c'est vrai que personnellement, j'ai toujours ressenti beaucoup de tendresse pour toi. Mais effectivement, avec le manque de temps, on n'a pu parler que de la musique parce qu'on a un petit peu travaillé ensemble. C'est vrai. Et ça fait quoi ? Ça fait 3 ans ? Ça fait 3 ans. Ouais. Un single ? On peut en parler ? Non, on n'a pas le droit. On peut parler d'un titre qu'on a travaillé ensemble, mais comme il n'est pas encore sorti et qu'il n'y a pas encore de date de sortie, on va laisser durer le suspense. Ok, ça marche. Mais en tout cas, vraiment, c'est très fort pour moi. C'est symbolique aussi de t'inviter parce que c'est notre rencontre qui est spéciale. Je savais que tu allais aborder ce sujet-là. Non, mais c'est juste que on va revenir sur cette rencontre. Ouais. Mais je pense que l'univers nous envoie des signes. Et il faut juste parfois savoir les capter et en faire quelque chose parce que je pense que tous, on est destinés à faire des choses qui aboutissent ou pas, mais je pense que les rencontres font grandir. Je suis entièrement d'accord avec toi. Pour le moment, je vais tenter une petite description de toi pour présenter aux gens qui tu es. D'accord. Nicolas Lassus, c'est un compositeur, un beatmaker, comme diraient... les gens du milieu. Du milieu urbain. Et également producteur. Oui, par la force des choses. Parce que je suis avant tout compositeur, mais ayant été pris artistiquement de beaucoup d'artistes, j'ai voulu moi-même monter ma société de production pour les accompagner jusqu'au bout. Qui s'appelle Enjoyed, vous pouvez vérifier. Il y a même un petit Insta qui sera pointé, j'imagine... On mettra en description. Voilà, toutes les infos concernant la production de Nico. Et donc, c'est vrai que quand tu travailles avec des artistes, tu es obligé de t'ouvrir à d'autres domaines comme la vidéo, le community management. Donc, j'essaie de me remettre en question par rapport à ça et d'accompagner
autour de tous ces domaines, les artistes qui travaillent avec moi. Pas faire que de la musique. Donc tu t'es résolu à ne jamais dormir. Oui, voilà, c'est un métier. Faut pas compter ses heures quand tu fais ce genre de métier, je pense. Mais Est-ce qu'il faut compter ses heures quand on aime? oui, c'est ça. Voilà, j'ai pas l'impression de faire un travail à proprement parler, quelque chose de rébarbatif. Je suis en constante recherche créative. Donc, si je veux faire quelque chose en fonction de l'artiste que je découvre, je suis en train de faire la vaisselle, je vais peut-être réfléchir aussi à une donnée musicale pour l'artiste en question. Ouais, ok. Est-ce que tu peux me dire comment est arrivée la musique dans ta vie? Waouh, ça remonte à longtemps là. Je commence à prendre un petit. Go, un petit il vieux, était une fois Nico. Eh ben, tout simplement, j'ai demandé à mes parents. Waouh, voilà, tu me. Comment c'est venu? J'avais envie de faire du piano à la base, et donc j'ai dit à mon père, j'aimerais bien faire un peu de musique. Je devais avoir 6-7 ans, tu vois. Jeune. Ouais. Et donc, dans mon petit village, il y avait une école de musique qui était ouverte, donc une prof qui s'est improvisée prof de solfège pour le coup. Et elle a dit à mes parents, il serait peut-être intéressant d'aller un peu plus loin. Donc, elle m'a emmené dans un autre village un peu plus grand, de 2000 habitants à peu près. Et dans ce village, il y avait une harmonie où je voulais jouer, moi, du piano, mais mon père m'a dit non, il n'y a pas de piano. Donc, tu feras de la trompette. Donc, j'ai fait un gap. Exactement la même chose. Évidemment, voilà, j'ai fait un gap assez violent. J'ai commencé mes cours de trompette, j'ai apprécié. Et en parallèle, mon père m'avait acheté un petit piano Yamaha PSR 170 pour les connaisseurs, avec vraiment quelques sons. Je m'amusais à reproduire en autodidacte les morceaux que j'avais. Donc voilà, j'ai fait un parcours un peu hybride entre quelque chose d'assez classique à la trompette et puis des recherches variétés dans ma chambre quand j'étais ado. Jusqu'à arriver à la fac de musicaux et faire toutes les études qui s'en suivent quand t'es musicien. Et tu t'imaginais faire quel métier quand t'étais petit? Astronaute. Mais non. J'étais passionné par les étoiles. J'avais les cartes des étoiles chez moi. Ça rejoint la musique. Tu crois? La tête dans les étoiles pour faire de la musique? J'hésitais entre une fac de maths ou une fac de musique, à vrai dire. Donc, c'était quand on y réfléchit, c'est assez logique. Parce qu'il y a beaucoup de réflexions logiques, mathématiques dans la musique, quand tu écris des partitions. Et puis, je crois que j'ai fait le bon choix. J'étais un peu triste au départ d'avoir entamé la fac de musicaux, parce qu'il me manquait les mathématiques dans mon parcours. Et puis, j'ai vite abandonné l'affaire quand j'ai commencé à jouer et me retrouver avec d'autres amis musiciens comme moi. C'était quand même plus agréable. Et alors, quels ont été tes premiers pas à la suite de tes études dans l'univers de la musique? Alors, j'ai commencé dans les harmonies municipales. Je jouais avec les plus vieux. J'avais entre 10 et 13 ans. Donc, c'était la fierté de ma grand-mère de devoir jouer aux cérémonies. Voilà, donc j'étais entouré par pas mal d'anciens. J'ai beaucoup appris par eux, par imitation orale. Et après, je me suis perfectionné dans mes cursus de solfège. J'y allais tous les mercredis, je faisais des dictées de notes. J'adorais ça. J'adorais, tu sais, entendre des morceaux et on m'apprenait à réécrire les notes des morceaux qu'on entendait. Je faisais beaucoup de classiques. Et après, je suis arrivé à Reims. J'ai fait mes études de musicaux à Reims. Et pourquoi tu as fait des études de musicologie? Très, très clairement pour rassurer mes parents qui voulaient que j'ai un métier, un vrai métier. Tu vois l'idée? Mais alors, quel vrai métier s'offrait à toi? C'est paradoxe. L'enseignement. Hein. J'ai fait 20 ans d'enseignement. 20 ans d'enseignement? Ouais, j'ai arrêté cette année d'ailleurs. Mais il fait pas son âge. Hein. Je suis choquée. Est-ce que j'ai dit mon âge? Non. Non, mais je peux moi, le dire, je peux le dire. Du coup, je me dis, ah ouais. Et ouais, ça fait 20 ans. Ouais. 20 ans que j'ai enseigné. J'ai eu pas mal d'élèves de collège, un peu à la fac aussi. Et j'ai appris aussi beaucoup mine de rien, parce que quand tu fais beaucoup d'études musicales axées sur l'écriture classique et que tu arrives avec ce genre d'engouement avec des élèves d'entre 11 et 14 ans, on n'a pas forcément le même mood au départ. Et c'est pour ça que je me suis aussi orienté vers la variété, la pop, parce que c'est une musique que ces enfants écoutent beaucoup, moi aussi. Et après la musico, je me suis passionné pour la MAO, la musique assistée par ordinateur. MAO. Ah ouais.
Et tu donnais des cours d'MAO à certains élèves? Complètement, ouais, bah, Ah c'était ouais? tellement ancré en moi que j'ai ouvert aussi une classe spéciale pour ça dans mes collèges. Attends, mais c'est génial d'avoir un prof de musique comme toi. Ça marchait bien. Ouais. Ouais, puis, T'avais la cote. j'avais la cote, mais surtout, j'avais des élèves qui étaient inspirants pour moi aussi. Parce qu'il Oh, y avait vraiment pas mal d'échanges sur ce qu'était la bonne musique. Parce que dès que tu demandes une question ouverte, qu'est-ce que la bonne musique à des élèves entre 11 et 14 ans, c'est très relatif. bien sûr. Ouais. Comme certains de tes élèves t'ont inspiré, est-ce que tu as pu travailler un peu avec eux par la suite ou en simultané d'ailleurs? J'ai encore des élèves qui sont musiciens maintenant. Et que on se donnait des nouvelles de temps en temps. Ouais, complètement. Des fois, des élèves qui me voient aussi travailler sur d'autres formations, qui m'envoient des petits messages et qui continuent la musique. Donc, c'est un beau parcours. Ouais, en fait, tu les suis Ouais, un peu grâce au réseau. Et c'est ce qui m'intéressait dans l'enseignement, en vrai. C'est parce que j'avais énormément d'élèves qui voulaient partager de la musique. Ouais. Le système éducatif en soi, bon, il peut être discutable, mais c'est ce qui vraiment m'intéressait, d'éveiller les consciences au travail, à la musique, à la composition aussi. Ouais. Quand tu es en sixième, tu es très créatif. Ouais. Ouais, mais de toute façon, je pense que quand tu es jeune, comme tu te poses un peu moins de questions, il y a ce truc où tu produis. L'innocence, ouais. Ouais. Puis l'insouciance de se dire oui, on va me juger quoi qu'il arrive. Ou même pas, il y en a qui se posent pas la question. Oui, il y en a qui se posent. Dans les artistes actuels, oui, il y en a qui se posent pas la question, mais c'est un truc des fois psychologiquement enlevé, le regard des autres. Ouais. T'as quand même beaucoup d'artistes qui viennent dans mon studio et qui doivent, selon eux, rentrer dans un format, le fameux format radio. Oui, mais alors si je fais ça, on va se moquer de moi. Enfin, vraiment, c'est mot pour mot ce qu'on peut me sortir. Et au final, la clé, c'est de s'écouter, faire ce qu'on a envie de faire sans. C'est facile à dire sur le papier. Mais... Bien sûr, on a tendance à vouloir correspondre là où on nous attend. Et déjà, est-ce qu'on nous attend? Et ensuite, s'il faut faire, autant que ça... Autant que ça nous plaise à nous-mêmes déjà. Ouais, c'est ça. Si je peux donner ce conseil. Mais c'est pas le premier réflexe quand tu te dis... c'est rarement le premier réflexe quand tu te dis « Allez, maintenant, je mets mes économies, c'est maintenant, je veux essayer. » Bah ouais, mais qu'est-ce qui se fait? Mais moi, c'est tellement différent. Absolument, ouais. C'est ça le parcours qui est important pour l'artiste. C'est pas que de la musique. C'est une erreur de penser qu'un artiste qui vient dans un studio va sortir son titre et après, c'est bon, tout est bon. Non. Il y a un parcours intérieur déjà. De recherche, les origines, les valeurs, qu'est-ce que tu veux transmettre dans ta chanson. Parce qu'à 95% des cas, c'est quand même de la chanson. Ouais. Et donc, à partir de là, je prends déjà une petite heure d'entretien pour vraiment comprendre l'artiste et m'adapter en fonction des besoins de l'artiste. Ouais. T'en as qui arrivent avec des textes, d'autres qui veulent, qui me donnent carte blanche. Donc, alors, attends, parce que là, on brûle quelques étapes. Là, on en était oui, je t'ai emmené dans un autre sujet. En tant que prof avec tes élèves, la façon dont tu pouvais les suivre dans leur parcours musical, hors scolaire d'ailleurs. Et donc, moi, j'ai appris récemment que tu avais arrêté l'enseignement. Absolument. Que c'est un choix pour te mettre à plein temps. Si plein temps, c'est 50 heures par jour, pour justement produire des sons, composer, réaliser et même filmer. Alors justement, j'essaie de trouver un petit subterfuge par rapport à ça parce que je m'aperçois que le métier évolue à grande vitesse et que si on ne pense pas l'image avec l'artiste, ça devient très compliqué. Faire de la musique sans image à l'heure actuelle, c'est quasiment impossible. Donc, j'essaie de proposer ça aux artistes qui viennent chez moi. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens s'intéressent plus à l'ère du monde de l'image, s'intéressent plus à l'image en premier, puis au son qui suit. Je le vois plus comme une publicité. Si je te dis Carglass, tu vas entendre tout de suite le générique comme un slogan. Ouais. L'image permet de véhiculer la musique que tu fais. Je pense que tu vois, les formats TikTok maintenant sont complètement différents d'un clip d'il y a 20 ans. Un artiste maintenant, s'il ne pense pas avec des courts formats pour matraquer sa musique en permanence, ça devient compliqué. Bien sûr. Et matraquer, c'est le mot. Finalement, c'est perçu comme quelque chose de péjoratif quand on l'utilise, mais en réalité, c'est créer continuellement du contenu. Parce que il s'agit pas que des goûts des personnes, mais ça fait aussi partie du métier d'artiste.
de Et se trouver. de se trouver. Ouais, soit une direction artistique, comment je m'habille, qu'est-ce que je veux raconter. C'est lié aussi avec la musique. Donc c'est en ça que je te disais, il y a des artistes qui viennent dans mon studio. Ça serait malhonnête de ma part de leur dire oui, on va faire que de la musique et ça va bien se passer. Il faut que tu penses aussi à la manière de t'habiller, qu'est-ce que tu veux raconter, l'image, tes clips, comment tu mets en situation ton single. Donc j'essaie au moins de leur faire poser ces questions-là. Il y a des gens qui sont peut-être plus aboutis et qui le font de manière indépendante, et d'autres qui ont peut-être besoin de plus d'accompagnement. Et toi, comme t'es hyper... t'es disponible, enfin, t'as une facilité à essayer de rencontrer l'artiste et de correspondre... J'adore l'humain. J'adore l'humain. C'est ce qui fait que l'artiste me nourrit essentiellement. Il y a une période où je travaillais dans un label qu'on avait en commun. Et j'avais pas cette chance. Je me rendais compte à quel point... Je me rends compte maintenant à quel point c'est important de travailler avec l'artiste. J'avais pas le droit de travailler avec les artistes. C'est-à-dire que je faisais des morceaux dans mon coin. Et si ça matchait, ils prenaient des prods et l'artiste chantait dessus. Mais c'est une perte de temps phénoménale. Alors là, ce qu'il faut préciser, c'est que maintenant, t'as ton... C'est une boîte de prod ou un label? C'est un label, enfin, c'est une SARL. Et dans ces sociétés, je suis donc une société de production phonographique. À la base, et avec tout ce qui s'ensuit, la promo. D'accord. Donc, tu produis des musiques, mais aussi certains artistes. Avec qui j'ai un petit coup de cœur. Et avant ça, tu as pu travailler dans un label en commun. Donc, moi, j'étais signée dans ce label. Alors, on n'a pas travaillé ensemble. Je ne savais pas que tu étais signée dans ce label. Je n'avais pas compris ça. Si, j'étais signée dans ce label d'abord. Et ensuite, on a signé avec Sony Music. Donc, c'était une coprod, quoi. Et toi, tu as bossé avec ce label après mon départ. Parce que, petite parenthèse, et je pense qu'il est important à préciser aussi pour les personnes qui ont envie d'être chanteur et de se mélanger à cette industrie du disque. Il y a des belles rencontres, comme il y a des mésaventures. Et je me suis retrouvée dans ce label. Il est inutile de mentionner le nom de ce label qui n'existe plus. Mais en tout cas, lorsqu'il a existé... comme plein de jeunes chanteurs naïfs, pleines de rêves, j'ai fait confiance, j'ai signé, j'ai prêté ma voix, j'ai donné mes mélodies, ma confiance aussi. Et il se trouve que j'ai jamais eu la partie financière qui m'était due. Et surtout, j'avais aucun droit sur mon image, ni même les chansons. Donc c'était... Je le voyais comme une chance au début, parce que vraiment, c'était incroyable. Évidemment. C'était en 2008, 2009, je sais plus, d'être signé dans un label, peut-être. Je me rendais pas compte de ce que c'était, mais surtout la maison de disques Sony Music, quoi. Pour moi, c'était ce que je lisais sur les... C'est très impressionnant pour un artiste de dire qu'on est signé dans une major. Bien sûr, puis en fait, comme on n'a pas les clés, les outils, on n'est pas accompagné. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus la culture d'Internet pour se renseigner. Et je me suis perdue dedans. Ça m'a donné envie d'arrêter de tenter ma chance dans une quelconque carrière solo. Et au final, j'ai retrouvé refuge dans le milieu de la comédie musicale à Paris, principalement, et puis en tournée. Et pas des petites comédies musicales, si je peux me permettre. Non, c'était pas des petites comédies musicales, mais c'était, que ce soit des petits ou grands projets, c'était quand même des sortes de familles, voilà. Et c'était chouette, c'était vraiment chouette. Ça m'a servi à me remettre de la mésaventure, justement, de ce label. Et quelques temps plus tard, à peu près une dizaine d'années plus tard, on se retrouve à une soirée entre artistes. Et puis, je te vois au loin, mais moi, je t'avais jamais vu, donc... Moi, je t'avais vu sur une pochette, justement, dans le studio, et j'avais fait le rapprochement. Et oui, alors là, on se parle, et tu me dis que tu reconnais mon visage, parce que dans le label dans lequel tu bossais, il y avait une photo. Une photo de toi, effectivement, et j'ai fait tilt, et j'ai cité tout de suite le nom... du label, et t'as fait... il y a eu une liaison tout de suite, quand on s'est donné des souvenirs en commun, c'est ça. Par la force des choses. On s'est croisés, je pense, à quelques mois près dans ce label. C'est ça, exactement. Et donc, toi, t'as bossé quelques années avec cette productrice. J'ai travaillé 3 ans, quelque chose comme ça, avec elle. Et à l'époque, il y avait Tal.
Tal. Ouais, j'ai fait tout l'album. Enfin, j'ai réalisé tout l'album de Tal. Il y avait Tal qui était signé pareil chez Sony et ce label avec moi. Et pareil, ça s'était pas très bien passé pour elle. Finalement, Oui, oui. elle a été libérée, elle a pu continuer à développer sa carrière. Et Tal, d'ailleurs, si tu nous écoutes, big up. De ouf. Et Ouais, elle a un projet qui est assez cool en plus. Ouais, maintenant elle s'appelle Talula. Talula, ouais, tout à fait. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est très indie, ça groove. Ouais. Et donc, toi, est-ce que tu voudrais bien partager avec nous mon expérience de. Ouais, ton expérience avec ce label. Bon, j'y ai travaillé pendant 3 ans. Moi, j'avais pareil, un peu comme toi, les étoiles dans les yeux. On me disait, tu vas faire des titres pour plein d'artistes. Comme j'étais dans l'enseignement, on me proposait un salaire pour faire que de la musique. Donc, évidemment, on demandait à un aveugle s'il voulait voir. Hein. J'étais heureux comme un poisson d'eau à me retrouver dans un studio qui, en soi, n'avait pas beaucoup de matériel non plus. Hein. J'avais juste un Mac avec quelques plugins. Et puis, on me donne des prods dans les mains à faire. Donc, tout se passe bien au départ. Et puis, premier single de Tal qui sort. Et véridique, hein, vraiment, je fais le titre 1 semaine après ça sortait. Waouh. Donc, je me disais, ouais, je suis dans la bonne maison, c'est cool. Tout se passe bien. Et puis, bon, au fil et à mesure du temps, je commence à parler de mes droits, de la SACEM, du fait que je travaille beaucoup là. Donc, tout ce que je fais dans la création, ça forcément, ça mérite d'être pris en note, d'être déclaré. Et si tu veux, au bout de quelques années, je voyais bien qu'il n'y avait aucun résultat là-dessus. J'avais beau demander quoi que ce soit, j'avais aucune réponse très claire, c'était très flou. Et bon, c'était quelqu'un qui quand même s'amusait à rester dans le flou, à arnaquer, pour être très clair, voilà, c'est de l'arnaque totale. Mais j'ai eu un laps de temps avant de me rendre compte. Et donc, après tout ça, il fallait que je me défende aussi. J'ai pris un avocat, j'ai pété le contrat directement. T'as réussi à péter le contrat? Au bout de 3 ans, parce que bien sûr, il y avait, ils ont fait appel, j'ai tout eu, j'ai eu des menaces, j'ai eu énormément de choses pour m'expliquer qu'il fallait que je continue de travailler avec eux, bien évidemment. Mais au-delà de ça, c'était de l'exploitation pure et simple. J'avais pas le droit de parler aux artistes, c'est-à-dire que je faisais des morceaux dans le vide. On me dit, ouais, tu dois faire un morceau pour tel artiste, fais-moi un tube. Voilà, cette expression, je peux plus l'entendre. Je sais pas si t'as déjà entendu ça. Non, non, moi je composais pas pour eux. Ouais. Fais-moi un tube, faut que ça soit un tube. Oui, mais un tube, c'est beaucoup trop vague. Et maintenant, je le sais à la force des choses, puisque je travaille avec les artistes. Un tube, ça veut dire appuyer l'ADN de l'artiste. Ouais. Tu vois, c'est surtout ça qui est important. On peut pas dire d'un morceau que c'est un tube si, tu vois, par exemple, Papa Outé, tu peux le faire chanter pour Céline Dion, ça marchera pas un peu moins bien que le chanteur qui le fait, tu vois. Je suis en train d'imaginer. Ouais, t'as une vision mentale. Voilà, donc c'est la composition, c'est aussi prendre en compte l'artiste, c'est sensible. Et cet éternel argument des maisons de disques, ouais, mais tu vois, moi, je travaille, j'ai fait des tubes de fou, j'ai eu beaucoup de succès, donc tu dois m'écouter. Et forcément, à l'âge où j'arrivais dans ce label, j'étais très influençable. Je me rendais compte que oui, elle avait fait quelques succès avant, cette productrice, donc j'ouvrais ma confiance. Voilà, si je peux, un peu comme toi, je pense que le but de la conversation de ce soir, c'est de vraiment tirer la sonnette d'alarme à des artistes qui, forcément, jeunes artistes, ne s'écoutent pas forcément. Je trouve que ça se démocratise un petit peu maintenant. Ouais, tout à fait. Avec les réseaux sociaux, on commence à se rendre compte aussi de la supercherie des... Ouais, et puis la parole se libère. Tu vois, genre là, peut-être qu'à l'époque, t'en aurais jamais parlé. Et j'étais tétanisé, en plus. Bah oui. Enfin, c'était la stratégie de la peur, forcément. On te prend aussi par le salaire en disant, bah ouais, mais si tu travailles pas, évidemment, tu seras pas payé. Oui, mais j'étais enseignant, là, tu m'as fait arrêter l'enseignement exprès pour ça. Enfin, je pense que, en discutant avec toi, en plus, je sais qu'elle t'avait fait à peu près le même coup. Enfin, en fait, c'est de la manipulation, tout simplement, mais on s'en rend pas compte quand t'es artiste parce que naïvement, on croit qu'on va faire des titres incroyables, que tout va bien se passer. Moi, j'allais dire, c'est assez facile, finalement. C'est un peu une espèce de niche avec des personnes crédules, passionnées, novices, qui arrivent et qui connaissent pas leurs limites et parfois pas leurs droits. Qui se valorisent pas aussi. Qui se cherchent. Qui se cherchent, forcément. Et là, il y a une sorte de figure d'autorité parce que tout d'un coup, nous, on est personne et puis on se retrouve dans un studio d'un label de producteurs, productrices et forcément, on est minuscule. Faut que ça soit un échange.
C'est sûr. Parce que, pour le coup, tu vois, je suis de l'autre côté maintenant. Ouais. Et je me rends compte aussi des problématiques parce que tu dois éduquer l'artiste aussi à certaines réalités financières. Ouais. Hein, forcément, le producteur, littéralement, c'est celui qui amène l'argent pour pouvoir, qui dépense pour faire de la musique, qui prend des risques. Voilà, donc c'est une vraie complicité avec l'artiste. Et en tout cas, à l'heure actuelle, on peut quand même se permettre de prendre le temps de se poser sur une table et de parler de toutes ces choses, de contrats aussi. Voilà, il y a des cadres vraiment stricts. Moi, tu vois, quand on me propose un contrat et qu'on me demande pas trop de réfléchir, de le signer au bout d'un quart d'heure, c'est que déjà il y a un petit souci, quoi. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Ouais, mais je pense que heureusement, je trouve que la génération de maintenant, ils sont plus clairvoyants, ils osent aussi être indépendants. Il y a l'idée de s'émanciper soi-même, d'être autostructuré, de faire ses propres images, même TikTok, d'une certaine manière, c'est à la fois pas bien, parce que j'ai un avis un peu controversé sur TikTok pour moi. Je trouve que pour avoir des enfants qui ne jurent que par TikTok, tu vois, des artistes, n'importe quoi, des élèves. Ah, tu m'as pas dit que tu avais des enfants, je vais dire. Moi, j'étais pas au courant. Le papa Outé, on te l'a chanté, quoi. On l'a chanté, ouais, c'est ça. Non, pour avoir des élèves qui ne jurent que par TikTok, il y a un moment où, pour moi, on manque un peu d'artisanat. Mm-hmm. On doit aller aux résultats. Oui, il faut faire un titre. Donc, avec l'émergence de l'IA, par exemple, voilà, il y a une nouvelle ère qui. Il faut tout de suite. Tout de suite. Mm-hmm. Et je pense que pour un artiste, se forger avec l'artisanat, c'est aussi assurer une pérennité dans le temps. Personnellement, j'ai envie d'avoir des artistes qui peuvent aussi défendre un live. Donc, tout simplement, des fois, tu peux prendre des cours de chant, c'est bien. Ça peut être intéressant et peut-être venir vers toi à ce moment-là ensemble. Tu vas me faire chanter là, c'est ça? Je suis pas prêt encore. Bois du thé, chauffe-toi là-bas. Ouais, ok, très bien. Non, tout ça pour dire que oui, il y a une génération qui. Enfin, je pense par exemple à une artiste que je viens de finir son mix, là, Salomé Enchantée. J'adore ce qu'elle fait. Elle a fait un piano-voix. Elle est toute seule, elle est comédienne, chanteuse. Elle s'est débrouillée pour amener le son texte avec moi et elle travaille sur le réseau à fond. Ouais. Donc c'est aussi une chance. C'est une promo qui est facile et gratuite, qui est obligatoire à mon sens quand tu es artiste, si tu veux commencer vraiment à matraquer, pour reprendre le mot qu'on a pris tout à l'heure. Ouais. Mais voilà, il y a aussi une parcimonie à avoir pour travailler aussi ton projet avec l'artisanat de ton projet. Savoir, par exemple, chanter les chansons sur scène, ça me paraît quand même bien sûr évident, mais tu as des artistes qui ne le pensent pas forcément. Tu t'es retrouvé avec des artistes qui ne savaient chanter qu'en studio ? Oui, et inversement aussi, parce que le studio, c'est très chirurgical. Bien sûr. Hein, tu arrives, tous les défauts, toutes les inflexions, tu les entends. Ça cut, ça colle. Évidemment, ouais. Ça drop. Dans certains styles de musique, on essaie d'avoir la continuité du morceau. Donc, on va commencer par le début et on ne s'arrête pas. Parfois, on va faire du détail, on va faire des chœurs, parce que, je sais pas, tu peux prendre une artiste comme Billie Eilish, tu regardes le nombre de prises qu'il y a sur le morceau. On est plus dans les 200, 300 prises faciles. Wow. C'est elle qui fait tous ces chœurs, non ? Ouais, j'ai vu ça. Il y a 2-3 vidéos qui circulent. Il y a 30 pistes. Avec son frère, ouais. Oui, c'est pas juste une mélodie simple, c'est faussement simple. Bien sûr. Donc, tout cet artisanat, j'adore l'apporter aux artistes. Et parfois, tu as des artistes qui veulent même pas. Ils se disent, moi, tu m'enregistres comme ça, en piano-voix, ça me suffit, merci, au revoir. Donc, c'est du cas par cas. Oui, c'est ça. Je pense que, déjà, qu'est-ce qu'être artiste ? Tu vois, y a plein de chanteurs de studio, comme des chanteurs de scène, comme les comédiens. Tu as des comédiens de doublage. Complètement. Mais par extension, pour moi, artiste, c'est pas chanteur. C'est quand tu as des gens qui viennent chez moi en disant je suis chanteur, ok, bah vas-y, chante. Mais qu'est-ce que tu chantes ? Chanter un texte, chanter soi-même, peut-être parler de ses figures. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir un regard bienveillant quand tu es producteur. On ne peut pas voir les gens que comme un produit, parce qu'évidemment, tu vends aussi le produit final. Il y a les deux, je pense. Il y a les deux, c'est fondamental. Écouter ce qu'on a envie de dire, prendre parti sur les thématiques abordées sur la chanson et intrinsèquement ce que ça a provoqué aussi sur le public. Après, il y a chanter et interpréter. Ouais, tout à fait. Ouais. Tu vois, il y a des vocalistes qui veulent, même si c'est du yaourt, ils vont chanter
Pour le plaisir de chanter. Voilà. Je comprends aussi, hein, c'est une vibration, chanter. Ouais, C'est un plaisir simple. Et toi, quels sont les artistes qui Qui me marque, qui t'inspirent déjà? qui m'inspire pour ma musique. Parce que c'est ça qui est Qui t'inspire? particulier, qui m'inspire artistiquement. Ce que tu aimes écouter? Ce que j'aime écouter. Ah. C'est tellement varié. Alors, je vais pas te répondre de tout parce que c'est une réponse de merde. Et je sais que. Mais je suis sûre que tu écoutes un peu de tout. J'écoute de tout, mais alors ça dépend déjà de mon état. Ah ouais. Et puis, peut-être, tu vois, si j'ai envie de me détendre, je vais écouter l'Adagietto de la 5e symphonie de Mahler. Je suis en train de planer. T'as pas fait à tes 15 études de piges. musicologie pour rien. Voilà, mais voilà, c'est un Mais petit oui. souvenir Ouais. de mes études. Et puis, je sais pas, je peux écouter une prod super bien faite. Ouais. Même des morceaux où auparavant je pouvais peut-être les sous-estimer parce que j'étais pas dans l'artisanat de la prod. Tu vois, par exemple, quand tu fais du jazz, parce que je viens aussi du jazz, j'écoutais Goldman, je faisais partie de ces gens qui ricanaient en disant c'est pas de la musique vraiment. Ouais. Et quand tu rentres dedans, quand tu comprends aussi l'impact de ces gens, l'intelligence humaine d'avoir écrit certains sujets, Bien sûr. voilà, tu peux qu'être touché. Il y a de l'intelligence, de la subtilité dans chaque style. C'est juste que c'est perçu différemment par les artistes d'autres genres. Il y a des personnes qui se disent puristes, limite experts de voilà d'un Oui, certain. il y a ça aussi, il y a un côté élitiste, mais ça change un peu. Oui, mais moi je trouve qu'il y a que ça beaucoup de change clivages. beaucoup. Ouais. Je pense que quand on a commencé la musique, c'était départagé comme ça. Tu vois. On nous regardait comme des merles en fris. Ouais. Moi, je viens d'un département de jazz. Quand tu commences à jouer de la variété, c'était vite perçu comme quelque chose de pas honorable, quoi. Bien sûr. Ça change. Et au contraire, maintenant, je trouve que même la jeune génération est avide de propositions. On peut parler d'un Goldman comme de musique classique sans aucun problème. Ouais. Et aujourd'hui, quels sont les artistes que tu produis? Alors, j'ai la chance de produire Ilona, donc Ilo, Wilo, pour l'accent anglais, qui est une artiste qui chante en anglais. Donc, tu connais les difficultés quand on développe un artiste qui chante en anglais. Je pense que beaucoup d'artistes se reconnaîtront ici. Et donc, dans l'idée, on va l'exporter. Ouais. Alors, elle parle aussi coréen, donc on fait déjà quelques titres de K-pop ensemble. Oh, j'adore. Voilà. Je peux très bien être inspiré par des artistes comme Ilona ou Maïcha aussi, avec qui j'ai la chance de travailler. Qui, pour le coup, serait un mélange de variété, de musique afro-caribéenne, on va dire ça comme ça. Ah waouh, toi tu voyages. Je voyage avec les artistes avec les gens que je rencontre. Donc tu produis ces deux artistes-là. Je produis ces deux artistes-là, ouais, tout à fait. Et tu as également produit des musiques pour des concours comme l'Eurovision? Absolument. Il se trouve que j'avais fait le titre avec une de mes amies qui est décédée maintenant, mais c'était un très très beau souvenir. Bon, elle était talentueuse. Tu vois, quand je te dis que faire que de la musique pure, c'est insuffisant. Il faut comprendre l'artiste, il faut écrire vraiment pour l'artiste. Faire de l'humain avant. Faire de l'humain avant tout, ouais, c'est pour ça qu'on a eu le titre d'ailleurs. Il y a donc le manager qui nous a appelé en disant le titre il est pris pour l'Eurovision. Donc on était très fiers, évidemment. Mais voilà, donc c'est des aventures. Des fois, on fait des titres qui sont poussés un peu plus loin. On m'appelle en me disant tiens, ce titre-là, on va le faire pour un concert, pour une publicité. Tu vois, il y a plein. Il y a pas de règles en vrai. C'est surtout les artistes qui poussent la musique qu'on crée ensemble. Donc, est-ce que tu viendrais pas de révéler l'ingrédient secret? Absolument. Des tubes. Ouais, c'est l'artiste. C'est l'artiste. Enfin, c'est pas que l'artiste. C'est la connexion entre l'ADN de l'artiste et la musique qu'on va créer. Moi, je comprends pas. Et c'est pour ça que déjà de mon travail, après, il y a plusieurs manières de travailler. Quand je faisais beaucoup de hip-hop, notamment, des fois ça match parce que tu leur envoies des instrus, ils posent leur texte. Mais dans la plupart des cas, en tout cas dans mon expérience, j'ai toujours préféré avoir l'artiste à côté de moi, valider tous les choix ensemble, piste par piste. T'aimes pas ce piano, c'est pas grave, on fait autre chose. Mais je trouve que ça a du sens. Et c'est un peu
cette expérience que j'ai eue avec ce label où c'était l'antithèse de ça. Bien sûr. Et quand je me suis retrouvé sans intermédiaire avec ma boîte et à comprendre que la connexion avec l'artiste était beaucoup plus importante, ça a tout changé. J'étais beaucoup plus efficace. Ouais, je disais tout à l'heure que je pense que l'univers nous envoie des signes, c'est que parfois il faut vivre ce genre d'expérience pour comprendre à quel point c'était l'antithèse de la productivité et de la musique même, parce qu'elle est là pour être partagée. Je pense qu'on l'entendait en nous. Je pense qu'on le savait, mais on se mentait à nous-mêmes parce que besoin de réussir. Évidemment, quand t'es un artiste, t'as de l'ego aussi. Enfin, je me considère aussi comme un artiste au final. Mais tu es un artiste, ça va pas, non? Ouais. M'engueule pas, ça va pas non plus. Oui, je suis pas là pour me faire engueuler, moi. Je me considère comme un artiste, tu es un artiste. Oui, c'est vrai. Mais du coup, voilà, le fait de se mentir, de pas s'écouter, parce que forcément, on t'insère ces idées très lentement. On t'explique que faire de la musique, c'est comme ça et pas autrement. Combien de titres sont sortis avec les artistes qui insistaient vraiment pour faire leur musique. Tu vois, par exemple, je suis tombé sur une interview de Pomme qui racontait un peu ça, voilà, qu'elle était dans son label, on lui donnait des titres, c'était pas elle. Et puis à un moment, elle s'est dit, elle a imposé plus ou moins ça au son label. Je pense qu'elle avait plus de caractère que nous à cette époque-là. La génération d'après. Ouais, génération d'après, ouais. Et elle disait, non, mais moi, si c'est pour continuer comme ça, j'arrête la musique. Je voudrais faire mes chansons. Et sans non plus imposer bêtement les choses, on se nourrit des autres. C'est important de se nourrir d'un producteur, d'une oreille bienveillante. Mais je pense que la réponse est vraiment dans l'artiste. En tout cas, je fais toujours une heure d'entretien pour comprendre qui j'ai en face. C'est avant de faire la moindre note, en fait. Ce serait une catastrophe. Ou alors on donne carte blanche et pourquoi pas. Hein, c'est faisable, mais en général, il y a toujours. Donc c'est la connexion. C'est la connexion. Ce que t'inspire la personne, l'artiste, son histoire, sa façon de s'exprimer. De s'exprimer. Alors par exemple, tu vois, un truc tout bête, je fais mon métier de prof ressurgit, je leur demande de faire une espèce de quiz avec de résumé avec 8-9 morceaux. Et dans ces morceaux, je leur demande qu'est-ce que tu aimes bien, qu'est-ce qui te fait vibrer dans les instrumentaux. Donc ça peut être aussi bien la basse de Pleasant Stop the Music ou je ne sais quoi encore, mais voilà, je leur demande de faire une carte d'identité et de prendre dans ces 8 morceaux les éléments qui eux leur parlent. Et du coup, leur mélange fait que ce sera eux. Ouais. Et après, si c'est des textes, des fois je les provoque un peu. Tiens, sur tel texte, est-ce que tu serais capable de chanter ça? Oui, non, pourquoi? Parce que au final, le regard des autres, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je sais qu'il va se reconnaître. J'ai un artiste avec qui j'ai travaillé. On parlait d'une chanson. Et je lui dis, mais pourquoi dans cette chanson, tu dis pas simplement maman? Parce que tu parles de ta mère. Ah non, je trouve ça trop intime. Trop intime, trop facile. Et parfois, la simplicité bien faite, amenée avec goût, évidemment, ça peut parler beaucoup plus aux gens que de réfléchir. Donc, il y a un lâcher-prise aussi à trouver. Et puis toi, en tant que compositeur, et tu fais du sur-mesure, donc tu es vraiment très à l'écoute de l'artiste. J'essaie vraiment, et quelque part, tu l'analyses. Oui, j'essaie de criter, le traduire en musique. Ouais, c'est beau. N'oublions pas que c'est quand même la musique que j'essaie de vendre. Mais oui, et c'est vrai que ma vision de la musique a évolué avec le temps. Quand tu fais de la musique pure, quand tu fais ton chorus de jazz, j'ai travaillé mes chorus à la trompette, j'étais heureux, épanoui de le faire. Et à un moment, techniquement, voilà, il faut. Et puis j'étais en admiration sur les gros trompettistes, je le suis encore. Hein. Je sais pas, tu peux parler de John Faddis, je regarde ses aigus, ses chorus, ils sont monstrueux. Mais quand tu fais de la musique pour un artiste, si tu penses que technique, si tu penses que jouer à la perfection va faire le morceau, tu te gourres complètement. Il faut parfois aller chercher la simplicité. Et c'est pas si évident que ça. Faire quelque chose de simple, de beau. Ou à l'inverse, tu as envie de groover sur un morceau. Ça dépend de l'artiste, tu vois. Je me régale à chaque fois, je prends un entretien avec l'artiste que je rencontre, quoi. En gros, la réussite d'une chanson, c'est 2 artistes qui s'accordent. Ouais, quelque part, oui. Je suis un peu fière de ce que je viens de dire. C'est beau, je vais le noter. Je vais l'encadrer dans ma chambre. Ferme les guillemets. Hein. Punchline. Je protège ma punchline. Ouais, mais je pense que c'est le b.a.-ba et parfois on l'oublie parce qu'il faut aller vite, il faut produire.
et même penser stratégie, des fois, c'est pas malsain. De te dire, OK, t'as un budget pour faire de la musique, mais n'oublie pas que derrière, je dirais que la musique sera 15% de ta production. Mais si tu penses pas tout le reste, bah, OK, tu peux faire de la musique juste pour te faire plaisir. Oui. Il y en a, hein, j'ai une chanson, j'ai fait une chanson pour une femme de 60 ans qui voulait chanter le fait qu'elle vieillissait, mais qu'elle se sentait toujours jeune dans sa tête. C'était juste pour son kiff. Et elle le dit clairement, bah, je ferai pas une tournée avec, mais je le fais pour mon plaisir. Donc évidemment, ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait quelle est la fonction de la musique? Mais quand tu bosses avec un artiste qui veut développer sa carrière, effectivement, on ne peut pas penser que musique, amour de la musique. Non, parce que dans 90% des cas, c'est des gens qui peuvent vite s'épuiser s'ils n'ont pas anticipé ça avant. Donc, en tout cas, j'essaie d'être bienveillant là-dessus en disant, bah voilà, tu vas avoir un tel budget pour ton album, n'oublie pas que derrière, il y a une com, donc ça peut vite monter aussi, ne te rends pas malade. Et puis, il faut être honnête aussi, et maintenant, les artistes ont parfois deux métiers. Ils font... c'est trop facile de dire, oui, tu dois faire que ça. Non, c'est pas si facile que ça au départ. Je pense à Zao de Sagazan qui disait, j'ai un autre métier à côté pour en arriver là, et pas de souci. Être soignante. Ouais, évidemment. Je l'admire. Ah, moi aussi, c'est incroyable. C'est une volonté. Par contre, voilà, elle a bossé de l'autre côté. Et qu'est-ce que le travail d'artiste, finalement? Tu vois, qu'est-ce que... je pense qu'il faut produire un maximum de choses tout le temps, en fait. Les artistes qui réussissent, selon moi, ont vraiment produit énormément de titres pour en arriver à essorer le nectar. Donc, travailleur acharné. Si vous voulez réussir. Et puis prendre du plaisir aussi. Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux nous donner quelques sons qui ont été écoutés par plein de monde dans les titres que j'ai fait. Les succès que tu as eus. Est-ce que on va en rigoler, mais oui. J'ai fait Tal aussi. Quelle chanson? Tout l'album, j'ai réalisé tout l'album, quasiment tout l'album, 12 titres de l'album c'était quoi le droit de rêver. Le droit de rêver, ok. Donc, et tu as collaboré avec Sean Paul? Sean Paul, bah oui, parce que c'était... sur cet album? Ouais, sur cet album, tout à fait. Okay. Pareil, bon, bah voilà, hein, c'est un peu en ça que je me suis fait aussi... j'étais impressionné, c'est-à-dire quand je faisais l'album, on me demandait de faire l'album en quasiment 15 jours, parce qu'il fallait que je repasse sur les pistes des autres. Alors ça aussi, c'était encore un truc... C'est une technique assez courante, surtout dans le hip-hop, où on te demande de faire des pistes, et puis finalement, c'est pas mal, je vais te reprendre un peu les pistes de mon côté. Dans ça, t'as la patte d'un peu tout le monde. Oui, voilà, et puis il n'y a pas forcément une personne qui sera définie, mais finalement, j'ai tout... Donc ouais, j'ai fait Tal, Vincent de Niclot. Ah oui. Ouais. Après, justement, ça m'a offert la possibilité d'être indépendant et de travailler directement avec les artistes. Et mon Dieu, comment c'est plus simple. Bah ouais. Non, mais je pense que vraiment, je ne crois pas au hasard. Moi non plus. Il fallait que tu passes par tout ce chemin, par toutes ces embûches pour pouvoir te retrouver. Complètement. Et pour mieux accompagner les artistes. Et tu choisis, en plus, avec qui tu travailles. Enfin, c'est ça aussi, d'être indépendant. Et en plus, maintenant, tu es libre à plein temps, jour et nuit. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Après, le sommeil, c'est un prix. C'est vrai. À chaque fois qu'on se voit, je te parle de tes heures de sommeil. J'ai un petit quiz. Une vraie maman pour moi. Attends. J'ai un petit quiz sympathique. Wow. Non, mais t'inquiète pas, c'est plutôt cool. Je suis tout excitée. Alors, quelle est la chanson qui te donne de l'énergie, qui te motive? Alors, attends. Somebody Else's Guy. Jocelyn Brown. Parce que dès que tu commences à entendre les premières notes de la chanteuse, tout de suite, ça me donne un électrochoc et je suis en train de bouger la tête. Puis quand la basse part. Ah ouais. Alors, demain matin, ça sera le premier son que je vais écouter. La chanson que tu aurais aimé composer? Il y en a plein. Et surtout, pourquoi? Une la chanson. Première qui te vient à l'esprit. Waouh. Qu'est-ce que j'aurais aimé composer? Une chanson, hein, pas instrumentale. Alors, c'est une chanson simple, confidentielle de Jean-Jacques Goldman. Oui.
Oui. C'est Oh, je suis tellement, tellement simple dans les mots. Alors, on peut nous trouver kitsch pour le. Mais pas du tout. Moi, j'assume. Mais j'assume de ouf. Moi, j'assume toujours tout ce que j'écoute. J'assume de ouf parce que. Parce qu'on est, est un éventail d'émotions. Et puis j'ai été bercé par tous ces albums quand j'étais au lycée. Je m'amusais à reprendre tous ces morceaux. Donc, ouais, c'est une chanson que j'aurais été content de composer. Et la chanson qui te donne envie de tomber in love? Il y en a plein. Une. C'est un choix. Celle qui pop-up. Mais attention, il y a beaucoup de. L'amour, c'est vaste. Tomber in love. Tomber in love. Ah. Alors, on parle d'amour dans cette chanson, la chanson des vieux amants de Jacques Brel. À chaque fois que je l'écoute, je me dis que c'est un amour durable avec le temps. Et c'est plutôt une vision de l'amour qui me plaît. Je dirais pas que je tomberais amoureux de cette chanson ou de la personne, mais je trouve que la vision de l'amour dans cette chanson est quand même magnifiquement bien conçue. Ça en dit long sur toi. La chanson qui te fait frissonner. Frissonner. Barry White. La chanson qui me fait frissonner. Pareil, pourquoi je frissonne, c'est. Non, un peu qui t'émoustille, quoi. Ah. Tu vois, l'autre étape de l'amour. L'autre étape de l'amour, ouais, très bien, très bien. Il y en a plein. J'adore, par exemple, Christina Aguilera qui me reprend Etta James avec Herbie Hancock. Atlas, j'aurais aimé la petite version avec Herbie derrière au piano. Il y a une grosse connexion entre les deux. Oh, je la connais. Voilà, je peux m'allonger dans un canapé en bonne compagnie. Je comprends. Ouais, oui. Je comprends. Et la chanson que tu écoutes honteusement? Honteusement? Il y en a plein aussi. Il y en a tellement. Je sais pas, Patrick Sébastien. Ah, qu'est-ce qu'on est serré. J'en ai beaucoup. Fin de soirée karaoké. Ouais, c'est ça. Ça dépend de l'ambiance de ma soirée. Honteusement. Mais c'est la musique qui te procure de la joie, tu vois. Donc, mais c'est ça, oui. Honteusement, c'est une façon d'être un peu choc dans ma question. Mais Non, mais par exemple, ça m'a fait marrer de réécouter Ilona. C'était quoi la chanson déjà un oiseau, non, c'est quoi ça? Un monde parfait. Un oiseau, une vache, une vache. Je l'ai écouté honteusement quelques temps parce que j'ai fait un arrangement avec l'artiste Théa. C'était dans le même label. Elle était dans le même label? Cette chanson, il me semble. Ah ouais? Non, c'est maintenant. Non, Théa, elle n'était pas signée dans ce label. Ah non, alors non, c'est une chanson que j'avais faite et qui lui a été proposée. Oui. Ah oui, incroyable. Ah ouais, c'est génial. Ah non, alors moi je te parle justement de la reprise. On a fait une petite version symphonique avec Théa. Je lui fais un petit coucou d'ailleurs. Et donc voilà, c'était dans l'idée, c'était drôle parce qu'il fallait que j'imprègne la mélodie. Donc j'avais écouté ça en boucle. J'étais lobotomisé par un monde parfait, si tu veux. Ça sort plus. Et est-ce que tu as déjà passé une journée sans musique? Waouh. J'y travaille. Ça veut dire jamais. Si, mais si concrètement, il y a des journées où j'ai pas touché un instrument, mais dans ma tête, j'ai encore de la musique, j'ai encore j'ai du mal à avouer que j'ai jamais pensé une note de musique dans la journée. Eh ben, merci. J'en perds mon téléphone. Merci Nico de m'avoir accordé du temps. Merci de m'avoir reçu en tout cas. Je suis très heureux d'avoir participé à ton interview. Ouais, écoute, plaisir partagé parce que vraiment, c'est un beau cadeau que tu nous as offert là, de nous parler de ta conception de la musique, ton expérience. Avec plaisir. Et t'es très ému quand t'en parles. Du coup, tu me le transmets. Mais parce qu'on se connaît dans la vie aussi, tu vois, faut être honnête. On s'est raconté pas mal de choses. On a vécu des choses par cette aventure labellesque. Et du coup, ça a un sens d'avancer, de faire autre chose, de se construire. Je trouve que c'est une bonne revanche. C'est une très belle revanche. Et j'ai envie de dire aussi aux artistes qui t'écouteront, écoutez-vous vous-même sans vous laisser influencer par des idées qui ne sont pas les vôtres. Bien sûr, bien sûr. Et quand on tombe dans la vie en général, pas que dans le milieu de la musique, c'est toujours pour mieux se relever. Et quelque part, ça nous permet de nous connaître, de nous rencontrer. Tu
Tu m'étonnes. Et bien, sur ces paroles philosophiques, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous a inspiré. En tout cas, moi, ça m'émeut beaucoup. Je pense que ça s'entend dans ma voix et ça se voit pour ceux qui regardent. Vous pouvez retrouver toutes les infos de Nicolas Lassus, compositeur, producteur, dans la description, ainsi que toutes les infos pour les artistes qu'il produit. Et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des commentaires que Nico et moi, on va se faire un plaisir de répondre. Avec grand plaisir, Alice. À bientôt.